Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le Limousin est un pays riche en mystères de toutes sortes. Les fermes, d'épaisses bâtisses serrées les unes contre les autres derrière un bocteau, enracinées dans la terre grasse, constituent souvent à elles seules un hameau qui prend le nom du lieu-dit. Un vrai petit village avec quelquefois 20 à 30 habitants vivant silencieusement autour d'un patriarche, un vrai petit village où le secret de famille ne passe pas facilement les murs épais. On trouve là des hommes et des femmes farouchement accrochés à leur terre, n'ayant pour unique but dans la vie que de faire prospérer des exploitations souvent confortables. C'est un pays où l'on n'aime pas ceux qui posent des questions, où l'on sait garder la bouche cousue. Un pays où l'on voit encore de temps à autre une chouette clouée par les ailes sur une porte pour attirer le mauvais sort sur les habitants du lieu. C'est dans ce cadre que se déroula une tragédie dont les seuls indices pour les enquêteurs furent un cadavre de femme et un peu de poudre bleue au fond d'un verre. Au secours! Jésus-Marie, au secours, bonne Vierge! Sainte Mère de Dieu, je suis empoisonné! Au secours! L'ombre qui régnait dans la ferme de l'Abbadie près de Château-Chervy fut déchirée soudain par ces hurlements. Au secours! Léonard! Léonard, viens à mon secours! Les hurlements de la femme redoublaient. Quelque part, un peu plus loin dans la maison, une faible lumière palpita, grandit et se stabilisa. On venait d'allumer une bougie. « C'est du poison! C'est du poison! Au secours !» La voix de la femme passait de l'aigu le plus strident à un grave épouvantablement rauque. Léonard Durand, le maître de la ferme et des 20 hommes et femmes et enfants qui y habitaient, Léonard sortit du lit et courut le long du couloir en protégeant la flamme de la bougie de sa main creusée, les pans de sa longue chemise lui battant les mollets. Cela bougeait un peu partout dans la maison maintenant, et ils furent plusieurs à rejoindre Léonard sur le seuil de la cuisine obscure d'où venaient les cris. Seulement, depuis quelques instants, ils avaient cessé. On n'entendait plus qu'un souffle rapide et des frottements, comme un animal qui se roule par terre. « Maria! Maria! C'est-y toi qui as crié ?» interrogea Léonard. Le glapissement sauvage qui partit du fond de la pièce en réponse fit reculer d'un pas le petit groupe. Léonard tendit la chandelle en avant et la lumière jaune éclaira d'un coup sa sœur, Maria, qui se tordait par terre près du bougeoir qu'elle avait entraîné dans sa chute. Ils furent aussitôt 3 auprès d'elle, Léonard, sa femme Léontine et un journalier que l'on avait engagé pour le mois d'août. « J'ai bu du poison. J'ai mal. Du lait. Faites-moi boire du lait. » Maria, le corps raide, les reins creusés comme un arc, enfonçait ses talons dans le sol de terre battue. En fait, elle reposait sur ses talons et sur sa tête renversée en arrière, le cou démesurément tendu, un cou gonflé comme un jeune tronc d'arbre, où saillaient de manière inquiétante les tendons et la veine jugulaire. On tendit à Léonard une jatte de lait. Il essaya de redresser la tête de sa sœur. N'y parvenant pas, il tenta de lui desserrer les lèvres et il lui versa comme il put le lait qui ruissela sur les joues de la malheureuse. De seconde en seconde, le visage de la jeune femme se congestionnait davantage. Elle lança soudain ses 2 mains crispées vers son corsage qu'elle déchira, se plantant les ongles dans la poitrine et y laissant d'affreuses balafres. Léonard glissa tant bien que mal 2 doigts dans la bouche de sa sœur pour essayer de lui faire rendre le poison qu'elle avait avalé. Rien n'y fit, pas même le café salé. Les premiers cris n'avaient pas été poussés depuis plus de 10 minutes lorsque soudain, le visage de la jeune femme vira au noir et ses yeux se révulsèrent. Elle rendit l'âme dans un abominable hoquet. C'était fini. Ceux qui avaient assisté à cette fin horrible se redressèrent, s'écartèrent un peu
et l'on fit silence en regardant ce corps raide pour l'éternité et qui semblait avoir pris tout entier l'affreuse couleur sombre du visage. Puis lentement, quelqu'un osa lever les yeux, les autres regards suivirent et l'on s'observa, toujours sans dire un mot, car tous avaient entendu les derniers mots prononcés par Maria. Dans un effort désespéré, elle avait désigné la longue table de chêne de la cuisine et elle avait dit assez clairement, pour qu'il n'y ait pas de doute dans l'esprit d'aucun des spectateurs, « Là, poison. Roger. Empoisonné. » Léonard le fermier posa la chandelle sur la table juste à côté d'un verre au fond duquel on put voir un peu de liquide bleuâtre. Une fine poudre bleu-vert s'était également déposée sur les parois du verre. Poison. Roger. Empoisonné, avait dit Maria avant de mourir. Terrible accusation. Elle avait prononcé le nom de Roger. Roger Fauveau, c'était le mari de la jeune femme qui venait de mourir, le beau-frère du fermier Léonard. « Faut faire venir le docteur », prononça enfin le maître de la ferme de l'Abbadie. À cause de la pluie qui tombait dru, le docteur Liebmann mit un moment pour arriver, le temps qu'on aille le prévenir à Château-Chervy et de faire le trajet jusqu'à la ferme. Il n'eut pas besoin de regarder à deux fois le corps toujours étendu au pied de la table dans la cuisine pour s'apercevoir que ce n'était plus de lui que l'on avait besoin. « C'est plutôt les gendarmes que vous auriez dû prévenir. Je vais rester jusqu'à leur arrivée. »« La maréchaussée à l'Abbadie ?» Léontine, la femme de Léonard et belle-sœur de la morte, avait le visage fermé. « La maréchaussée à l'Abbadie. Il ferait beau voir. » « Mais elle a été empoisonnée, Madame Léontine. Je suis formel là-dessus. Il faut toujours prévenir les gendarmes quand la mort n'est pas naturelle. »« Oh, pas naturelle, pas naturelle. Elle se sera suicidée, voilà tout. » »« Suicide ou pas, Madame Léontine, c'est ce qu'on appelle une mort pas naturelle. »« Ma sœur ne se serait jamais donné la mort, rugit Léonard. C'est pas un suicide. Un accident, peut-être. » La discussion durait encore lorsque les gendarmes arrivèrent. Les gendarmes de ce rude pays, habitués au secret de famille, intervinrent avec rapidité et discrétion. Ils commencèrent par isoler le verre, qui contenait un fond de cette bouillie bleuâtre, mais aussi un sachet de papier posé à côté du verre sur la table de la cuisine. Au fond du sachet, il y avait aussi un peu de poudre. « Vous sauriez-il nous dire ce que c'est que ça, docteur ?» interrogea l'un des hommes en uniforme. « Je pense à du sulfate de cuivre, » répondit le docteur Liebmann. « Vous permettez ?» Il mouilla le bout de son index, s'en servit pour prélever quelques grains de la poussière suspecte qu'il déposa sur le bout de sa langue. Puis, il renifla le sachet. « Oui, du sulfate de cuivre, mais avec autre chose, sûrement un poison violent. J'opterais pour de la strychnine. L'autopsie nous le dira. Mon Dieu. L'autopsie. » sanglota Léontine en cachant son visage contre l'épaule de son mari. Les gendarmes menèrent rondement un premier interrogatoire et le lendemain, après quelques coups de téléphone à 5 heures du matin, leurs collègues de la caserne Excellence à Paris vinrent arrêter Roger Fauveau à son domicile, le mari de la femme empoisonnée. Mais tout s'éclaira d'un jour nouveau lorsque l'on entendit parler pour la première fois de l'étrange docteur Michel, l'embaumeur de cadavres. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Qu'avaient donc appris les gendarmes appelés dans la nuit du mardi 18 août à la ferme de l'Abbadie au cœur du Limousin? Après qu'ils eussent fait les constatations d'usage, jeté pudiquement une couverture sur le visage bleu-noir de la malheureuse Maria Fauveau, après que le docteur ait diagnostiqué un empoisonnement à la strychnine et au sulfate de cuivre, les représentants de la loi avaient entendu successivement les habitants de la ferme, à commencer par Léonard Durand, le maître, et sa femme Léontine. Ils eurent ainsi la confirmation de ce qu'ils savaient déjà un peu, car dans nos campagnes, les gendarmes connaissent bien les populations sur la sécurité desquelles ils sont appelés à veiller. Roger Fauveau, un brave garçon, sapeur-pompier à Paris, avait épousé Maria, qui s'était placée comme bonne dans une famille rue Monsieur-le-Prince. Maria était âgée de 26 ans. Roger avait 1 an de plus et ils venaient régulièrement tous deux passer leur congé à la ferme. Maria était arrivée le 6 du mois d'août. Roger l'avait rejointe pour une journée seulement, le 13.
Maria avait dit à son frère Léonard qu'elle était souffrante, mais sans préciser de quoi, et lors de sa visite, Roger avait apporté pour sa femme un flacon de laudanum et il avait dit « C'est de la part du docteur Michel. Il m'a également donné pour toi un sachet de poudre de bleu de méthylène. Mais j'ai oublié la poudre à Paris. » C'est par la poste que Maria reçut 2 jours plus tard le sachet de poudre bleue ainsi que 5 cachets de Gardénal. Il y avait une lettre avec les médicaments, une lettre que les gendarmes purent lire. La voici. « Ma petite femme chérie, j'ai fait bon voyage, je suis heureux d'avoir pu t'embrasser un instant, je t'envoie les médicaments que Michel m'a donnés. Tu prendras les cachets pour tes insomnies et ensuite la poudre pour ce que tu sais. Prends bien ça le soir avant de te coucher dans de l'eau. J'espère que tu seras guéri avec ce que Michel m'a donné. Je te quitte en te couvrant de baisers, ton petit mari qui t'aime pour toujours. » Apparemment, les 2 époux devaient donc être en excellents termes, vu la tendre gentillesse de cette lettre. Et pourtant, c'est en avalant la mystérieuse poudre bleue que Maria avait trouvé une faim atroce. Voilà pourquoi les gendarmes de Saint-Germain-les-Belles, dont dépendait la ferme, alertèrent ceux de la caserne Excellence à Paris. Il était 5 heures du matin, le mercredi, lorsque l'on vint appréhender Roger Fauveau. Il dormait bien sagement dans son lit, rue Monsieur-le-Prince, au domicile de la dame qui employait Maria et qui les hébergeait tous les 2 dans une chambre de service. Roger Fauveau accueillit les gendarmes calmement, avec un calme qui les étonna dès l'abord. Était-ce l'attitude d'un innocent, ignorant parfaitement ce qui a pu arriver pendant la nuit à son épouse et qui n'a rien à se reprocher? Était-ce au contraire le flegme d'un assassin qui a bien prémédité son coup, un homme qui aurait réussi à se débarrasser en quelque sorte par correspondance de sa femme et qui s'est préparé à jouer les innocents? Quand on lui apprit la nouvelle de la mort de Maria, Roger Fauveau resta sans réaction. C'était pourquoi faire ce soi-disant médicament? C'est à cette question des gendarmes que le jeune pompier commença à montrer un peu de gêne. On en apprit alors un peu plus sur la vie privée de Roger Fauveau. Il avait épousé Maria, qu'il aimait sincèrement, et il se montrait envers elle un mari modèle, rapportant régulièrement sa solde à la maison. Il n'en gardait qu'une partie pour aller faire le jeune homme. Il sortait 2 fois la semaine, mais ces sorties, chers amis, étaient réservées à ce que l'on appelait une maison de société de la rue Grégoire de Tours. Dans ce lieu de plaisir, le jeune pompier trouvait apparemment des joies que Maria, sa vertueuse moitié, ne lui dispensait pas au creux du lit conjugal. Ces dames, les pensionnaires de chez Marcel, avaient donné à Roger le sympathique surnom de Petit Pompon. « Tiens, voilà le Petit Pompon !» s'exclamait à son entrée la jolie Marcel, la patronne, et la blonde Micheline se précipitait du fond de la salle pour sauter au cou de son visiteur. À ses camarades de service, comme lui au théâtre du Vieux-Colombier, Roger avait confié qu'il ne dépensait pas souvent de l'argent auprès de ces dames, et il semble en effet qu'elles aient apprécié sa compagnie pour d'autres raisons que son portefeuille. Elle lui avait donc donné ce surnom de Petit Pompon, mais aussi autre chose. Oui, un souvenir dont il se serait bien passé. Je m'en suis aperçu il y a un peu plus d'1 mois, se confessa-t-il aux gendarmes qui l'ont interrogé. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais contaminé ma femme. Je lui ai demandé d'aller voir un toubib, mais elle ne voulait pas, elle avait trop honte, et elle m'a demandé de me débrouiller pour lui trouver un médicament. Et alors, t'en as profité pour lui donner du poison et te débarrasser d'elle. Mais non, c'est pas vrai. C'est Michel, le docteur Michel, qui m'a donné cette poudre bleue. Le docteur Michel? Michel comment? Quelle adresse? Mais je sais pas, moi, le docteur Michel. Je l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle comme ça. Mais je sais pas son nom, moi. Il a soigné beaucoup de mes collègues avec du bleu de méthylène et ça a très bien marché, alors j'en ai demandé, mais je sais pas son adresse. Je le rencontrais dans des bistrots, on prenait un verre ensemble, mais je vous jure que c'est lui qui m'a donné la poudre. Qui pouvait croire à l'existence du fantomatique docteur Michel? Pourtant, les gendarmes de la caserne Excellence poussèrent une enquête dans les cafés du quartier latin et plusieurs personnes prononcèrent le nom de ce personnage. Il existait donc bien. On le retrouva, soignant ses roses, dans son jardin de Saint-Maur, en tricot de corps et en bretelles, l'arrêt impeccable, le cheveu griffé, la moustache cirée, l'air d'un officier en civil. Michel, le docteur Michel, s'appelait Monsieur Michel Courteau, profession embaumeur de la faculté de pharmacie.
Cet homme était préparateur pour les cours d'anatomie, il passait sa vie à manipuler et à découper des cadavres livrés par les hôpitaux. Un curieux bonhomme, souriant mais distant, peut-être parce qu'une centaine de milliers de corps inanimés étaient passés par ses mains avant d'aller enrichir le savoir des futurs pharmaciens. C'est lui aussi qui, le matin des exécutions capitales, attendait les familles des suppliciés au bord de la tombe ouverte du cimetière d'Ivry et leur demandait le cadavre du criminel au nom de la science. Il avait, dans ces occasions, une politesse et un savoir-vivre dignes d'éloge, et c'est sur ce ton qu'il répondit aux enquêteurs. « Moi ? Jamais je n'ai fourni aucune poudre, aucun médicament à qui que ce soit. Roger Fauveau ? Ce nom-là ne me dit rien du tout. Il est pompier, dites-vous. Oh, j'en connais bien sûr des pompiers, mais je les confonds. Ils ont tous le même uniforme. Pourtant, il vous connaît, lui. Il vous appelle même Docteur Michel. Vous n'avez jamais été docteur, monsieur Courtauld. Non, certes, mais comme je travaille à la faculté, les cafetiers et ceux avec qui je bois un verre au comptoir m'ont donné ce surnom. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous appeler comme ils veulent. C'est vrai, je n'ai jamais été docteur et c'est d'ailleurs pourquoi je n'ai jamais fourni de poudre ni bleue ni autrement à qui que ce soit. Michel Courtauld avait l'air tellement sincère que les gendarmes enregistrèrent ses déclarations et repartirent interroger le pompier Fauveau. « Tu nous as menti, Fauveau. Le docteur Michel ne te connaît pas, et il nie t'avoir donné ce médicament. »« Comment ça, il me connaît pas? Vous voulez la preuve? » « Allez donc, rue Grégoire de Tours. Demandez à Marcel, la tenancière. » 2 gendarmes se rendent donc dans la maison close. La blonde Marcel est toujours souriante. « Roger? Le petit pompon? Ah, ça oui, on le voyait toujours avec des collègues à lui ou tout seul. Mais tenez, il y a de ça, attendez donc, ça va faire un mois cette semaine. Il est arrivé un après-midi avec un monsieur très bien. Un bourgeois d'environ 50 ans, genre militaire, très sérieux, vous voyez ce que je veux dire. Roger nous a dit, je vous présente mon ami le docteur Michel, de la faculté de médecine. Vous êtes sûr qu'il a dit mon ami le docteur Michel? Ah, pour ça oui, même qu'il en était très fier de dire que c'était son ami et qu'il lui a proposé lui-même de monter avec Micheline, celle qu'il prenait d'habitude. Lui, il a changé pour une fois. Il est allé avec Jeannette. Tant de précisions méritaient des commentaires et l'on commença à se poser des questions à propos du fameux docteur. « Non, mainta Michel Courtauld, non. Jamais je n'ai fourni la moindre poudre bleue, le moindre médicament à ce Roger Fauveau. D'ailleurs, vous n'avez aucune preuve. Ce pauvre garçon travaille du chapeau. » Perplexité des gendarmes. « Fauveau, tu t'es rendu auprès de ta femme que tu avais envoyé prendre l'air chez son frère. Tu étais là-bas le 13 août. Or, tes supérieurs nous ont confirmé que tu n'avais pas de permission régulière. Pourquoi cette hâte pour la rejoindre? » Je m'ennuyais d'elle, puis j'avais des remords pour lui avoir passé cette vilaine maladie. Je voulais lui apporter le plus vite possible le médicament qui la guérirait. « Mais tu ne lui as apporté qu'un flacon de laudanum. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'elle a reçu par la poste la fameuse poudre bleue, accompagnée de 5 cachets de Gardénal. Ah oui, j'avais oublié le sachet à Paris. Alors tu y vas pour le porter et tu l'oublies. Ça tient pas debout. Quant aux 5 cachets de Gardénal, tu lui écris de les prendre le soir avec un peu d'eau. 5 cachets, c'est une dose à endormir un cheval. Tout se passe comme si tu avais voulu qu'elle soit droguée, inconsciente, et que le poison bleu puisse ainsi la tuer sans qu'elle souffre. Allez, à vous, Fauveau. Je suis innocent. Ma femme connaissait l'usage du Gardénal et savait qu'elle devait prendre un cachet seulement chaque soir. Elle n'aurait jamais pris les 5 en même temps. L'enquête se poursuivit et amena un certain nombre de bizarreries. Par exemple, on découvrit, à la ferme de l'Abadie, plusieurs flacons d'un produit appelé taupinase, qui, comme son nom l'indique, est destiné à détruire les taupes. C'est un terrible poison à base de strychnine et de sulfate de cuivre. Une poudre de couleur bleu-vert. Que faisait ce poison dans la ferme et comment Léonard, le fermier, et Léontine, sa femme, en ignoraient-ils la présence et ne pensèrent-ils pas le signaler aux gendarmes? L'analyse cependant détermina que Maria Fauveau avait succombé plutôt à l'absorption d'un produit appelé non pas taupinase, mais taupicine. Or, le 11 septembre, l'autre sœur de Maria, qui habitait Paris sur le même palier que le ménage Fauveau, se manifesta auprès de la police. « Voici une pièce à conviction que j'ai trouvée derrière la cuvette de la table de toilette de Roger Fauveau, mon beau-frère, » signala cette dame qui s'appelait, ô coïncidence, Madame Gendarme. 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 septembre, la même Madame Gendarme
remettait aux enquêteurs un essuie-main également trouvé chez Roger Fauveau et taché largement du même produit bleu-vert. Or, suivez-moi bien, chers amis, car les dates sont importantes. Cette taupicine a donc été miraculeusement découverte, en gros milieu septembre. Or, le 22 août, une perquisition de la police au domicile de Fauveau n'avait rien donné. De même, une femme de chambre, nouvellement engagée par la logeuse de Fauveau, avait nettoyé à fond tout l'appartement et déclara sur l'honneur n'avoir rien vu non plus. Fauveau proclamait encore son innocence lorsqu'il comparut devant les jurés de la cour d'assises. Lors de ce procès apparurent clairement les points mystérieux de cette affaire. Un habitant de la ferme déclara que Maria Fauveau avait préparé la mixture bleue dès réception du paquet, mais qu'elle hésitait avant de la boire parce que son aspect n'était pas engageant. Le verre était resté 2 jours sur le buffet de la cuisine. Fauveau avait donc bien pu envoyer du bleu de méthylène et une main criminelle se serait alors chargée de remplacer le verre contenant le médicament par un autre contenant le poison. Qui avait volontairement placé un flacon de taupicine sur la table de toilette de Fauveau dès que le résultat de l'analyse fut connu? Maria Fauveau n'avait-elle pas eu une dispute avec son frère Léonard et sa sœur Madame Gendarme? Cette dispute n'avait-elle pas pour origine le désir de Maria Fauveau et de Roger de racheter les parts de la ferme de l'Abadie que détenaient précisément Léonard et Madame Gendarme? Un médecin ne vint-il pas témoigner à la barre que Léonard avait consulté un docteur peu de temps avant le drame pour lui demander de faire interner sa femme Léontine? Dans une crise de nerfs, elle avait saisi son jeune fils et, brandissant un flacon de teinture d'iode, s'était écrié « Je vais l'empoisonner, je vais l'empoisonner !» Et enfin, pourquoi le mystérieux docteur Michel avait-il, jusqu'au procès, réussi à échapper à une confrontation directe avec Roger Fauveau? L'avocat général abandonna l'accusation. Ce fut le coup de théâtre. Fauveau fut acquitté. Quant au véritable criminel, si meurtre il y a eu, nous avons perdu sa piste. La documentation de notre ami Grégory Franck s'arrête malheureusement à ce procès. Mais si quelqu'un d'entre vous possédait des renseignements supplémentaires, qu'il n'hésite pas à nous écrire pour compléter ce dossier extraordinaire et peut-être, grâce à vous, chers amis, saurons-nous qui versa dans le verre de la femme du petit Pompon un sachet de poudre bleue. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.